Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information, l'actualité de la région. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point justement sur tout ce qui se passe près de chez vous. Mais on commence d'abord cette nouvelle édition avec un témoignage, celui d'un jeune nordiste victime de harcèlement scolaire. Des violences qui auraient commencé au CP, qu'il a subi jusqu'à son changement d'école en CM2. Mais alors qu'il passe au collège, il retrouve ses persécuteurs de l'école et les humiliations reprennent de plus belle. À tel point qu'en sixième, il fait une tentative de suicide. Une scolarité compliquée pour ce jeune nordiste qui souhaite rester anonyme, puisque sa situation s'est un peu améliorée cet été lorsqu'il a été forcé de changer d'établissement. Aujourd'hui, dans son nouveau collège, il a même de bonnes notes, mais le stress est toujours présent. Il dit vomir tous les matins avant d'aller en cours. Son témoignage, c'est avant tout pour faire passer un message. Si vous êtes dans la même situation que lui, la meilleure façon de faire évoluer les choses, c'est d'en parler. Écoutez. Dans mon cas, le harcèlement scolaire, c'était du harcèlement physique et moral. Ça a commencé par des insultes, des moqueries, que ce soit sur le physique, la façon d'être. Ensuite, ça a commencé par des coups, des claques, des crachats au visage. Et ensuite, des vols de matériel scolaire. C'était quand? Pendant toutes mes années collège. Aujourd'hui, je suis toujours frustré par rapport à ce qui s'est passé, avec un petit peu de soulagement dans le sens où là-bas, pour l'instant, ça se passe un peu mieux. Le stress est toujours présent, stress de ne pas faire tout bien comme il faut, le stress de se faire embêter ou revivre ce qui s'est passé comme avant. En sixième, j'étais à bout, j'étais parti jusqu'à la tentative de suicide. Surtout, faut en parler, faut pas garder ça que pour soi, car au fil des années, tout se mélange, tout devient noir, et puis c'est là que viennent les idées noires. Il faut en parler parce que ça nous ronge de l'intérieur et ça nous provoque une haine infaillible. Il faut en parler. Et sans transition. Pour la troisième fois, le laboratoire Synlab Hauts-de-France et l'Institut Pasteur de Lille vont renouveler leur opération de dépistage des carences en vitamine D, et ce jusqu'au 12 octobre. L'année dernière, ce sont plus de 500 nordistes qui avaient pu en bénéficier. Aujourd'hui, on estime à 80% le nombre de Français qui présentent un déficit en vitamine D. Dans la région, ce manque est encore plus important à cause du faible taux d'ensoleillement, des carences qui peuvent avoir de lourdes et de nombreuses conséquences. En effet, la vitamine D joue un rôle bénéfique chez les adultes qui souffrent d'insuffisance cardiaque, vitamine D qui pourrait aussi avoir des effets favorables pour la prévention d'autres pathologies comme le cancer ou des maladies auto-immunes. Alors pour le dépistage gratuit, ça se passe dans les locaux de l'Institut Pasteur de Lille. Plus d'explications au micro de Rémi Desremeaux. Donc nous aujourd'hui on propose un dépistage afin d'évaluer le taux en vitamine D et de voir si il faut ou non supplémenter. Et après on peut recommander notamment d'adapter son alimentation puisque la vitamine D est retrouvée aussi au niveau de l'alimentation, donc dans les poissons gras comme le saumon, l'huile de foie de morue. Ça représente seulement 10%. Contrairement à l'apport au niveau de l'ensoleillement qui sera plus un apport de 80% des besoins en vitamine D. D'où l'importance et les recommandations d'essayer d'avoir des activités extérieures, de s'exposer au moins 30 minutes par jour au rayonnement solaire. Comment les entreprises du secteur tertiaire gèrent leurs déchets? La question est posée depuis le début de la semaine par l'INSEE en partenariat avec l'Adréal et le Conseil régional. Donc c'est une question posée aux sociétés de ce secteur professionnel où on retrouve des activités marchandes, mais aussi des administrations ou l'enseignement par exemple. Alors pour répondre à cette interrogation, eh bien l'INSEE a confectionné un questionnaire de 30 questions envoyé numériquement à 2000 sociétés implantées dans les Hauts-de-France. Les résultats qui seront récoltés permettront de prendre des décisions à l'avenir
dans un but environnemental sur des politiques publiques pour diminuer la production des déchets. À noter qu'une enquête nationale autour de ce thème a déjà été réalisée, mais cette fois les informations qui vont en découler seront plus précises localement. Rémi Desremaux. Les besoins de nos partenaires sont de mieux connaître la gestion des déchets des entreprises. D'abord le volume. Combien de volume ces secteurs-là produisent pour que derrière on mette des moyens pour les retraiter. Le but c'est pas de les faire disparaître, mais c'est de pouvoir les utiliser pour en faire d'autres choses. C'est aussi de connaître le coût géré par cette gestion des déchets, donc les moyens qu'on peut y mettre. C'est également mieux connaître les difficultés que les entreprises ont dans le traitement des déchets. Et donc derrière, c'est des actions de communication, d'accompagnement de ces entreprises pour qu'elles puissent mieux gérer ces déchets. L'objectif étant au final soit de diminuer l'ensemble des volumes produits, soit au contraire de les recycler, de les utiliser. Et puis le portrait de cette édition, celui de l'association Abracadabra qui vient en soutien aux familles des prématurés et qui vient de s'implanter dans la région. Elle leur vient en aide de plusieurs manières. D'abord par la confection de petits vêtements qui sont distribués gratuitement dans les services de néonatologie. Vêtements qui peuvent aussi être collectés, tout comme des jouets offerts aux enfants hospitalisés. L'association crée aussi des décorations pour égayer les couloirs des hôpitaux et met en place des événements lors de temps forts de l'année comme peuvent être Noël ou Pâques, sans oublier la fête des pères et la fête des mères. Alors aujourd'hui, l'association nordiste est toute jeune, a besoin de couturiers amateurs ou de dons de textiles. Explication avec Isabelle, l'ambassadrice lilloise de cette association Abracadabra. Tout se passe pas dans mon atelier parce qu'il est quand même très petit et toute seule c'est pas possible de s'en sortir, et donc pour ça j'ai déjà 12 personnes qui nous ont rejoints pour pouvoir mettre en place le partenariat avec l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille, donc avec lequel on est en train de mettre en place une convention de manière à travailler de façon efficace, puisque l'objectif c'est pas seulement de faire des choses, mais c'est qu'elles puissent servir. Donc quand c'est pas quelque chose qu'on connaît personnellement ou qu'on n'est pas corps médical pour pouvoir apporter les petites précisions nécessaires, c'est important d'être guidé à la fois pour les matières qui sont choisies, mais aussi pour la façon de réaliser les confections. Et donc pour ça, j'ai déjà 12 personnes qui sont avec moi, et chacune fait un peu des choses de son côté, avec un petit chef d'orchestre qui est plutôt moi sur le sujet, et puis des consignes, notamment par rapport aux tissus utilisés. On utilise par exemple que des tissus qui sont confectionnés sans métaux lourds, par exemple ce qu'on appelle Ecotex, ou des laines spécifiques, parce que c'est pas vraiment une laine, mais de l'acrylique pour les bébés. Et c'est la fin de cette édition, je vous propose qu'on se quitte en images d'une baleine à bosse qui a été filmée il y a une dizaine de jours au large de Gravelines, selon la coordination mammalogique du Nord de France qui a partagé la séquence sur sa page Facebook. Fin de cette édition, tout de suite la météo.